Bonjour à tous, je vais vous commenter des diapositives que nous avons préparées dans le cadre des formations annuelles du CEPIAS, anciennement Arlin, pour les personnels et les professionnels des établissements médico-sociaux des Pays de la Loire, vis-à-vis donc des infections respiratoires aiguës et des gastro-entérites aiguës. Alors ce sont des diapositives que j'ai pour partie piquée d'une présentation effectuée par le professeur Carré il y a quelques semaines de cela sur les moyens de lutte donc, contre la grippe et qui porte sur les différentes solutions pour limiter la transmission de la grippe, que ce soit le masque, l'hygiène des mains, la prophylaxie par antiviraux, mais également la vaccination euh, des personnels et des personnes prises en charge. Les modes de transmission des virus rapidement, trois modes de transmission, que ce soit par les gouttelettes, émises par la toux, qui est le mode d'action principal, avec une transmission à faible rayon, des aérosols éventuellement pour les particules inférieures à 5 microns, avec un plus grand rayon d'action de ces particules, et via les surfaces contaminées, la part respective de ces différents modes de transmission restant inconnue. Les types de dispositifs que nous pouvons utiliser, eh bien le masque respiratoire, dit masque chirurgical, pour éviter les projections de gouttelettes de salive ou de sécrétions respiratoires des voies aériennes supérieures lors de l'expiration, du soignant vers le patient ou d'un malade contagieux vers son entourage. Elles ne sont pas a priori adaptées aux aérosols. Le deuxième type de dispositif, c'est l'appareil de protection respiratoire, ou dit FFP, qui est une pièce faciale filtrante. Il y en a de trois types, les coquilles, des becs de canard ou des masques à plis, et qui nécessitent une formation préalable de l'utilisateur pour qu'elle soit bien adhérente à la forme du visage, notamment par l'intermédiaire de tests qui sont dits les fit tests. Alors, quelle est l'efficacité de ces masques dans la grippe saisonnière? Eh bien, il y a pas mal d'essais qui ont été randomisés, qui ont été effectués, 9 au total, notamment principalement communautaires, sur des interventions qui étaient variées, des critères de jugement également variés, avec notamment le masque chirurgical qui pouvait être porté soit par le sujet index dans le cadre d'une transmission potentielle communautaire, le masque chirurgical plus l'hygiène pour le sujet index et les contacts, ou le masque chirurgical ou FFP2 porté par les parents d'un enfant malade, ou encore le masque chirurgical porté en continu par des étudiants en cas de circulation de grippe dans la résidence universitaire. Donc si l'on regarde les résultats de ces différents essais en intention de traiter, et bien, vous voyez sur ces diapositives que nous avons sélectionné 4 études qui ne montrent pas d'évidence de différence significative en faveur de l'intervention masque concernant la survenue de grippe confirmée virologiquement. Et lorsque l'on regarde donc de manière plus précise ce diagramme, on peut constater donc, en violet qu'il s'agit donc de population contrôle, en vert de population dans lequel une hygiène des mains a été renforcée, en bleu clair le port de masque par ces populations, et en bleu foncé eh bien, le port de masque plus l'hygiène des mains. Et quand nous comparons les différents bras donc, de ces interventions versus le bras contrôle, eh bien, on peut constater qu'il n'y a rien de significatif lors de l'évaluation de ces données. Autre intervention possible, donc l'hygiène des mains. Alors quelle est l'efficacité donc, de cette hygiène des mains pour réduire la transmission donc, de grippe? Une méta-analyse qui a été récemment publiée donc, cette année en 2017 sur la transmission de la grippe H1N1 avec la synthèse d'études observationnelles. La première synthèse étant d'essayer d'évaluer l'augmentation de la fréquence donc, du lavage des mains sur la prévention de la grippe, avec un autre ratio donc, inférieur à 1, donc une efficacité donc, de ce lavage des mains. L'utilisation de solutions désinfectantes, il s'agit soit de solutions hydroalcooliques, soit de solutions antiseptiques. Et bien dans ce cas, vous pouvez constater donc, sur le diagramme qu'il n'y a pas d'effet de ces solutions.
Le lavage des mains après contact avec un malade index, là l'effet devient significatif. Et puis le lavage des mains après contact avec des surfaces potentiellement contaminées, il y a également dans ce cas-là un effet qui est considéré comme significatif dans cette analyse. Autre mesure, l'efficacité des antiviraux en prévention donc, de la transmission. Il y a deux types d'antiviraux, d'antiviraux qui ont été évalués, ce sont les inhibiteurs de neuraminidase, l'oseltamivir et le zanamivir, avec des méta-analyses des essais où l'oseltamivir et le zanamivir sont utilisés en prophylaxie post-exposition versus placebo, avec des critères de jugement également variables en infection par grippe symptomatique ou asymptomatique, c'est syndrome grippal, admission à l'hôpital et complications potentielles. Et donc, lorsque l'on regarde l'oseltamivir, eh bien, 4 essais ont été publiés et revus et synthétisés dans un article avec des critères de jugement qui étaient syndrome grippal confirmé virologiquement. Et donc, traiter des patients ou des personnes exposées en prophylaxie par l'oseltamivir permettait une réduction relative du risque de 55%, avec un intervalle de confiance de 33 à 70%. Alors que le nombre de ces patients exposés à traiter ou personnes exposées à traiter pour éviter un cas était de 33, donc 26-55 en intervalle de confiance. Dans les foyers, la réduction relative de risque était de l'ordre de 80%, mais il n'était pas observé dans l'ensemble de ces études de diminution donc des formes asymptomatiques. En comparaison de ces potentiels intérêts donc de la prophylaxie par les antiviraux, eh bien on peut constater l'augmentation d'événements indésirables, notamment psychiatriques, rénaux ou encore des nausées et vomissements. Concernant le zanamivir, 10 essais ont été publiés, 6 pour les critères d'efficacité. Contrairement donc à l'oseltamivir, les essais intégraient le traitement du cas index dans l'intervention. Et lorsque l'on regarde donc le résultat de ces essais, on peut constater qu'il y a la prévention, que le traitement donc, prophylactique des patients ou des personnes de manière générale exposées permet de prévenir les grippes symptomatiques de manière significative avec un risque relatif à 0,39, de prévenir les grippes asymptomatiques de manière non significative, puisqu'on a un risque relatif inférieur à 1 et qui intègre donc 1. Et puis des grippes dans l'entourage avec donc un risque relatif également inférieur à 1 de 0,22 avec un intervalle de confiance 0,13-0,36. Lorsque l'on regarde les grippes asymptomatiques dans l'entourage, eh bien, on a quelque chose qui sort de manière non significative à 0,88. Autre concept, le traitement du cas index des patients ou des personnes infectées permet-il de diminuer ou de réduire la transmission donc, du virus? Aucun essai utilisant les inhibiteurs de neuraminidase ne permet de répondre directement à la question. Il a été effectué donc une réanalyse d'essais de prophylaxie de contact pour essayer d'évaluer cette efficacité. Et donc vous pouvez voir que l'AVE, dont je vais parler juste après, l'efficacité du traitement du cas index sur la réduction de la transmission. Les résultats donc, de 4 études ont été regardés de manière indépendante et combinée, et ont permis d'établir donc cette efficacité. Et vous pouvez voir donc sur cette diapositive que lorsque l'on prend le zanamivir, l'efficacité est de seulement 2% lorsque l'on traite par zanamivir un cas index ou quelqu'un d'infecté pour prévenir les syndromes grippaux confirmés virologiquement, avec un intervalle de confiance qui passe du négatif au positif. Donc pas d'effet dans ce cadre-là. Pour toutes les infections grippales, l'effet est un peu supérieur à 16%, mais toujours avec un intervalle de confiance très large et notamment négatif. Lorsque l'on regarde l'oseltamivir, là il y a des choses un petit peu plus intéressantes, notamment par l'effet pour le syndrome grippal confirmé virologiquement, avec une efficacité là, qui grimpe à 81% et un intervalle de confiance qui, lui, est plus entendable, à 45 versus jusqu'à 93%. Et puis pour l'ensemble des infections grippales, eh bien là on retombe à des taux d'efficacité qui sont très peu intéressantes. Passons maintenant à la vaccination, donc il y a un sujet bien évidemment très
qui a été soumis à pas mal de controverses. L'efficacité notamment de la vaccination des professionnels. 4 essais randomisés qui ont été publiés, avec une différence entre des bras de population exposés à des professionnels vaccinés et des bras de population exposés à des professionnels non vaccinés qui est très discutable, hein, différence de risque d'intervention versus contrôle de l'ordre du néant. Lorsque l'on regarde deux études sur l'impact de la vaccination des professionnels, on peut constater une variation d'incidence avec, lors de l'intervention, 5,1% versus 6,4% interventions, c'est-à-dire sans vaccination, et une réduction relative du risque de 20%. À peu près les mêmes proportions dans la seconde étude, donc la Cochrane Review, 4,5 versus 5,3, et une réduction relative du risque, donc qui est de l'ordre de 14% dans cette seconde étude. Lorsque l'on va un peu plus dans le détail de la lecture de ces études, on peut constater qu'il y a quand même quelques biais méthodologiques, hein, et notamment lors de la lecture de dernières études publiées en 2016, on peut constater qu'il y a l'absence de critères de jugement qui est l'impact de la vaccination des professionnels de santé sur la mortalité, toute cause des résidents, donc toutes causes confondues, alors qu'en 2010, cet indicateur était intégré à la Cochrane Review et présentait une réduction donc, de 30% de cette mortalité toute cause des résidents en institution. Donc il faut faire attention aux études, bien que de prime abord on peut constater que l'intérêt de la vaccination des professionnels est discutable, eh bien il y a quand même un intérêt à se vacciner. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Et la vaccination permet de se protéger soi-même, d'une part, mais permet, dans certains contextes également, de prévenir des cas dans l'entourage et notamment dans les institutions où les professionnels de santé travaillent. Et la prévention, ne serait-ce que d'une petite partie ou d'un faible nombre de cas, est déjà un gain en lui-même, notamment un gain individuel. Donc il faut continuer à se vacciner, c'est important dans le domaine des institutions et du travail en collectivité. Donc en conclusion de cette revue rapide des mesures possibles, l'hygiène des mains donc est la mesure, notamment par les solutions alcooliques, est la mesure la plus efficace pour la réduction de la grippe. C'est une efficacité qui est non spécifique, c'est-à-dire qu'elle permet également de réduire d'autres choses, elle présente peu d'inconvénients. La seconde mesure en termes d'efficacité pour la grippe, c'est les antiviraux en prophylaxie, qui présentent une efficacité en prophylaxie, mais dont la tolérance peut être parfois discutable, qui présente un coût, et il y a également l'émergence de résistance. La vaccination des professionnels est la troisième mesure la plus efficace, avec une efficacité indirecte possible, mais des biais dans les essais qui ont mené à son évaluation à l'heure actuelle. Le masque ne présente pas d'efficacité à l'heure actuelle démontrée à ce jour, mais finalement il présente peu d'inconvénients, et l'expérience montre que lorsque l'on porte des masques dans des phénomènes épidémiques, on a un arrêt assez brutal donc, de la diffusion des souches. Les antiviraux en traitement donc des cas index, pas d'éléments en faveur d'une efficacité, le principal problème étant le fait que ces traitements n'agissent que dans la phase vraiment préliminaire de l'infection et qu'il faut les mettre suffisamment tôt pour qu'ils présentent un intérêt. Je vais vous présenter maintenant une étude qui a été menée par nos collègues donc, de Normandie, qui est une étude assez randomisée, hein, donc une comparaison de deux bras, une étude qui a été nommée VAXEPAD sur la vaccination des professionnels et des personnels dans des structures médico-sociales, et qui avait pour objectif d'évaluer l'impact d'une campagne multimodale pragmatique sur le taux de vaccination des professionnels en EHPAD. C'était un essai d'intervention contrôlée, randomisé en cluster, avec une estimation de l'ordre de 200 EHPAD éligibles en région Basse-Normandie, sur laquelle il y a une randomisation de 32 EHPAD volontaires, avec 16 EHPAD dans un bras intervention et 16 EHPAD inclus dans un groupe témoin. La campagne se basait sur un changement de système avec une mise à disposition gratuite des vaccins sur le lieu de soins et des séances de vaccination organisées, la formation et l'éducation, une identification d'un référent leader local qui effectue des cours sous forme de diaporama, une évaluation, une restitution des résultats avec des taux
de couverture vaccinale et de suivi des perceptions, et puis un rappel et un incitatif sur le lieu de travail, avec également des diaporamas et des affiches qui ont été développées pour l'étude, notamment sur les idées reçues, les 7 bonnes raisons de se vacciner, puis des cultures institutionnelles de la sécurité avec un engagement fort de la part des directions, et puis sensibilisation des professionnels, notamment par des choses un petit peu plus didactiques et des vidéos de 2 minutes qui étaient mises à disposition sur YouTube. Donc sur la diapositive suivante, vous avez un exemple notamment du kit sur les idées reçues qui sont disponibles en ligne. Hein. Je vous incite, si vous avez l'occasion, à aller le voir. Eh bien, vous avez la situation qui est présentée et puis la réponse, c'est faux, avec une argumentation basée sur l'évidence, notamment des articles. Hein. La vaccination des femmes enceintes fournit également une protection contre la grippe et leurs enfants. Lorsque l'on regarde donc l'évolution des taux de couverture vaccinale entre le bras intervention et le bras contrôle, on peut constater qu'il y a une évolution favorable, passant de 27% avant l'intervention à 33% dans le bras intervention, alors qu'elle était en déclin dans le groupe contrôle, et une différence qui est largement significative, une augmentation donc de 6 points de la couverture vaccinale dans le bras intervention. Donc un succès de cette étude pour l'amélioration de la vaccination des professionnels. L'effet donc global était positif de la campagne multimodale, avec un effet plus fort chez les non-soignants. Une réticence a été observée de la vaccination chez les soignants dans les établissements de santé connus. Il y a également été relevé des points d'amélioration, notamment la communication en interne qui n'était pas forcément efficiente, un engagement de la part des leaders, notamment du médecin co, des IDEC et des directeurs qui n'étaient pas forcément présentes. Des outils ludiques et les moyens adaptés aux structures ont dû être développés, et puis les contraintes et les particularités qui étaient liées aux EHPAD. La stratégie de promotion de la vaccination des professionnels de santé s'est basée sur une combinaison d'interventions, et c'est principalement ça qui a été le succès de l'étude. C'est pas un élément qui est appliqué de manière isolée, mais c'est un bundle, c'est un ensemble de mesures qui est appliqué de manière frontale et en même temps de manière à essayer d'aller dans le même sens. Un accès, l'information et l'éducation, et puis la planification et le soutien institutionnel qui est vraiment important. Et ces interventions sont à reconduire et à actualiser régulièrement pour une inscription dans la durée, puisque l'augmentation est certes significative, mais toute relative vis-à-vis du nombre de professionnels présents dans les EHPAD. On est passé donc, je vous rappelle, de 27 à 33%, ce qui reste de manière absolue des pourcentages qui sont quand même assez faibles de couverture vaccinale. Passons maintenant aux perspectives en termes de vaccination. J'ai mis sur cette diapositive une étude qui me paraissait intéressante, qui est très récente, qui était publiée été 2017 dans le Lancet, qui est quand même un journal de haut niveau, qui vise à essayer d'établir un nouveau concept de vaccination, non plus basé sur l'injection intramusculaire, mais sur l'utilisation de patchs. Et donc, cette étude visait à évaluer la différence entre l'injection et des patchs qui ont été développés, que vous pouvez voir sur cette image, qui s'administrent en transcutané par des micro aiguilles et qui permettent donc d'essayer d'immuniser le patient par l'intermédiaire d'une inoculation et une séroconversion donc des patients par l'inoculation de virus atténués ou morts. Et donc on peut constater qu'il y a un intérêt de ce concept, puisqu'il y a un changement une séroconversion qui est observée et qui est supérieure avec le patch versus le placebo, et qui est supérieure et qui est égale entre le patch et la forme intravasculaire. Donc c'est probablement un concept qui va être amené à être confirmé et développé dans le cadre d'essais cliniques, mais ça présente a priori un intérêt, et ça présente notamment l'intérêt d'éviter
l'injection qui présente vraiment un frein dans le cadre de la vaccination. Nous allons passer maintenant à un autre concept concernant la grippe qui correspond à l'empreinte hémagglutinine et puis à un second concept qui est le concept d'antigène originel. Le principe de tout cela, c'est qu'a été constaté sur le fait qu'il y avait des différences de réaction en fonction des souches auxquelles des personnes étaient exposées et également en fonction de l'âge à laquelle les personnes étaient exposées. Et ça a été constaté et étudié sur deux types de souches, les souches de grippe aviaire H5N1 et H7N9, avec les H5N1 touchant principalement les enfants et les adolescents, alors que les H7N9 touchaient principalement les personnes, les populations plus âgées. Ce qu'il a été constaté dans cet article publié cette année dans Science, c'est qu'il y avait un changement radical du risque d'être infecté avec une date assez précise de 1968 comme seuil de date de naissance, c'est-à-dire que des personnes qui étaient nées avant 1968 avaient plus de risque d'être infectées à un type de souche par rapport aux personnes qui étaient nées après. Et en fait, le principe de tout cela, c'est de dire que l'exposition durant l'enfance, c'est-à-dire la première ou la seconde exposition à une souche, c'est-à-dire l'infection à cette souche de grippe, va déterminer la sévérité des infections que l'on pourra avoir par le même type de souche par la suite. Et donc, il y a une notion de chronologie entre l'exposition et l'infection, et également une notion d'immunité variable en fonction de la première exposition. Donc en fait, ce concept, c'est de dire qu'on a une sorte d'empreinte immunitaire qui se crée durant notre enfance quand on a les premières infections à la grippe et qui vont déterminer notre immunité par la suite vis-à-vis de la grippe, mais également vis-à-vis de la vaccination. Derrière ce papier se cache pas mal d'hypothèses, la principale étant de savoir s'il faut privilégier donc, la protection par immunité croisée à partir d'une immunité créée de manière native avec l'exposition des souches, et moins l'immunogénicité créée par la vaccination. Est-ce que l'immunité naturelle n'est pas supérieure à l'immunité post-vaccination, et également l'effet prolongé donc, de cette immunité croisée, incluant donc les compétitions entre des souches, qui permettraient très probablement d'éviter des pandémies et de réduire le risque donc, de ces pandémies. Donc pour terminer avec ce concept, la variation d'épitope lorsque l'on a une épidémie ou une transmission de souche ou lorsqu'une personne est exposée, il va y avoir va créer une réponse basée principalement sur la mémoire donc des précédentes infections, moins sur l'immunogénicité créée par la vaccination, et qu'il y a une sorte de fainéantise entre guillemets du système immunitaire qui va principalement réagir en fonction de ce qu'il a vécu par le passé, principalement durant l'enfance lors des premières expositions, et moins en développant une immunité de nouveau à partir de l'exposition de la souche. Donc voilà, donc c'est un concept qui est encore en cours de débat et de discussion. Il y a pas mal de papiers qui sont sortis là-dessus, mais ça a une importance à la fois sur l'épidémiologie, mais également sur la vaccination, peut-être avec des modifications donc, de paradigme de la vaccination, notamment chez les jeunes enfants. Et pour terminer cette présentation, quelques mots sur un article publié concernant norovirus, avec un rappel sur l'infection au début, et notamment la notion de disto blood group antigens, qui sont des facteurs associés à norovirus. Et il y a donc deux types de personnes, les personnes qui ont une enzyme fonctionnelle, qui est la fucosyltransférase 2, qui sont considérés comme des excréteurs et qui expriment donc l'histo blood group antigène sur les cellules épithéliales du tube digestif. Et le deuxième type de catégorie de personnes sont des personnes dites non sécrétrices qui ont une mutation du gène FUT2 et qui sont considérées comme presque complètement protégées des infections à norovirus. Alors l'idée de cette étude, c'était investiguer des épidémies donc à norovirus dans des établissements donc de long séjour, ce que l'on considère chez nous comme des structures de long séjour. C'était aux États-Unis entre 2009 et 2013, avec 43 établissements qui étaient
inclus initialement dans le projet et un suivi prospectif donc des cas épidémiques relevés dans ces établissements-là. Et il était effectué donc une analyse épidémiologique et virologique des cas qui étaient identifiés avec l'association entre l'infection à norovirus et le génotype et également les antigènes, de manière à voir comment les infections surviennent chez les personnes et expliquer éventuellement les phénomènes épidémiques qu'il peut y avoir. Donc ils ont identifié 10 épidémies qui correspondaient aux critères d'inclusion et notamment au fait qu'il s'agissait d'épidémies signalées directement, donc ce qui leur permettait d'aller sur place et de collecter les données, avec 386 infections incluses et 29 hospitalisations et 5 décès associés. L'étude a porté sur 62 cas donc de résidents ou de patients infectés versus 34 témoins qui étaient exposés, notamment des soignants, et 18 non exposés qui étaient des personnels administratifs. Alors ce que l'on peut constater dans cet article de manière assez rapide, c'est tout d'abord une figure que vous avez sur la diapo avec la figure 2 qui présente à la fois la durée d'infection, également les sévérités que l'on peut avoir par classe d'âge, et un troisième graphe qui présente l'ensemble de ces données sur un même schéma, avec des durées donc d'infection qui sont de l'ordre de 2-3 jours. Un portage qui lui est beaucoup plus important, vous avez sur le diagramme une variation qui est de 2 à 20 jours donc de portage, et puis des scores qui sont à peu près les mêmes en fonction des classes d'âge, donc sur les classes sur tous les cas et les classes personnes âgées. Sur la diapo suivante sont représentées donc les charges virales parmi les cas. Et ce qu'il faut noter sur cette diapositive, c'est la variation qu'il peut y avoir entre les différents génotypes de souches. Et il est constaté en fait sur ce diaporama que les charges virales dans le tube digestif sont plus importantes lorsque l'on parle de nouveaux génotypes, et notamment les génotypes 2-4 qui ont disséminé récemment sur la planète et également en France, les génotypes 2-4 New Orleans et les génotypes 2-4 Sydney. La diapo suivante parle des durées de portage parmi les cas, et ce que l'on peut constater ici, c'est qu'il y a une durée de portage qui peut aller jusqu'à 3 semaines chez les cas, et il y a également des durées de portage chez les personnes convalescentes, qui n'ont plus de signes, de symptômes de l'infection, qui sont également prolongés. Donc, quels sont les messages de cet article de Constantini publié dans Clinical Infectious Disease en 2016? C'est que les patients asymptomatiques et asymptomatiques sont porteurs de quantités similaires de virus. Donc, les asymptomatiques sont également à l'origine d'épidémies. 50% des cas portent le virus plus de 3 semaines à haut titre, c'est-à-dire avec une haute charge virale, donc qui représente une capacité, un réservoir de virus. Des individus se colonisent plus rapidement que d'autres, notamment lié au fait qu'il y a des mutations sur les gènes dont on a parlé tout à l'heure. La salive de non-sécréteurs lie les souches G2-4, que ce soit la Den Haag ou la New Orleans. Une charge virale élevée est corrélée à l'émergence de nouveaux variants G2-4, c'est ce dont on vient de parler, et puis les patients infectés convalescents peuvent porter le virus donc pendant plusieurs semaines après l'infection, et les variants récents peuvent infecter à la fois les personnes qui sont dites sécrétrices et les personnes dites non sécrétrices dont on a parlé tout à l'heure, à savoir les personnes avec la fucosyle transférase 2 fonctionnelle versus donc sécréteurs versus les personnes avec la mutation du gène FUT2 dites non sécrétrices. Donc ce sont des informations qui sont intéressantes. Si vous avez le courage, je vous incite à aller regarder de manière plus précise cet article qui comporte énormément d'informations, donc à la fois sur la durée de portage, sur la sévérité des infections et sur la charge virale et le réservoir que peuvent représenter les patients à la fois infectés en cours d'infection et les patients convalescents.
Voilà, c'est tout pour cette année. L'année prochaine, nous essaierons de refaire la même chose avec une sélection donc, de sujets et d'articles qui apportent donc, des données nouvelles sur la thématique des infections respiratoires aiguës et des gastro-entérites aiguës.